Bonjour mes délicieux co-créateurs, ici Lilou, depuis Hawaï pour le Juicy Living Tour. Je suis avec l'étonnant Nassim, comme je suis contente de vous rencontrer. Oui, merci de m'interviewer, je suis content d'être avec vous. Je suis si contente de parler de toutes vos découvertes et comment celles-ci impactent profondément notre univers, notre façon de penser, notre attitude. Racontez-nous. Je sais que c'est assez complexe, car vous faites des recherches depuis des décennies et vous avez ce projet de la Fondation de la Résonance, n'est-ce pas? Oui, le projet de la Fondation de la Résonance, c'est ça. Et vous apparaissez dans de nombreux films, vous voyagez et vous faites un travail vraiment passionnant. Ce que j'adore, c'est que vous simplifiez beaucoup la science, car c'est si complexe, si difficile à comprendre pour des gens ordinaires comme nous. Racontez-nous. Je pense que si une théorie scientifique est correcte, elle devrait être assez simple pour que même un enfant de 7 ans puisse la comprendre. Je pense qu'il existe une incroyable complexité dans notre monde et notre environnement. Mais je pense qu'à la base de la structure de la création de l'univers, il y a des principes simples et beaux que tout le monde peut comprendre. Donc vous avez la preuve scientifique comme quoi nous ne formons qu'une seule entité et sommes tous unifiés. Pourriez-vous nous dire davantage sur ces recherches et comment vous êtes arrivé à cette conclusion? En fait, dans mon dernier article, c'est un article qui n'a pas encore été publié car il est actuellement examiné par des pairs et il vient de passer le premier niveau, ce qui me rend très enthousiaste. Dans cet article donc, la conclusion d'un champ unifié est venue naturellement à partir de mes équations. Je n'ai pas essayé de le prouver, la preuve s'est imposée d'elle-même à partir des équations que j'écrivais. Ce sont des équations qui essaient d'unifier la physique et par conséquent, elles unifient le tout. C'est remarquable. Si je devais décrire mes découvertes en termes simples et en termes faciles à comprendre, je dirais ceci. On a découvert il y a une centaine d'années que l'espace, le vide, l'espace entre les choses, entre les planètes, les étoiles, les galaxies, ou encore l'espace entre les atomes dans une molécule, ou même l'espace à l'intérieur d'un atome qui est fait de 99,99999% d'espace, on a découvert que cet espace n'était pas vide, qu'il était plein, et que nous baignions dans une énergie fondamentale qui est à l'origine de toute la création. Et tout cela était connu par de nombreuses anciennes civilisations partout dans le monde, dans les temps anciens. Mais on a perdu cette connaissance avec les progrès que nous avons connus en physique. Cependant, je pense qu'il y a un retour de nouveau à cette façon de voir. En effet, dans la théorie quantique, on parle de fluctuation du vide. Quand ces fluctuations ont été découvertes, on les a analysées pour voir combien d'énergie elles contenaient. Combien d'énergie il y avait dans l'espace à l'intérieur de l'atome. Et on a alors découvert que cet espace était infiniment dense en énergie, que le vide, l'espace entre les atomes n'était pas du tout vide, mais rempli d'énergie. C'est peut-être difficile à conceptualiser, mais je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'en ce moment même, nous sommes entourés de toutes sortes d'ondes, des micro-ondes, des ondes radiophoniques, etc. Mais nous ne prenons conscience de l'existence de ces ondes que lorsque nous allumons le poste de radio, par exemple, et que nous entendons une voix venant de la station que nous avons choisi d'écouter. De la même manière, nous regardons le vide, nous regardons l'espace, et nous pensons qu'il est vide, mais en réalité, dans cet espace, il existe une énergie incroyable. Une énergie qui est, comme le montre maintenant ma théorie, à l'origine de tout ce qui existe. À l'origine de la totalité du monde matériel, qui est lui-même constitué majoritairement d'espace vide. Même notre corps physique est fait de 99,99999% d'espace vide. Et c'est un espace qui regorge d'informations, un espace qui sert de médium qui connecte le tout. Par exemple, lorsque j'ai analysé la quantité d'énergie contenue dans un proton, c'est-à-dire dans le nucléus de l'atome, une chose tellement infime, quand j'ai analysé combien d'énergie est contenue dans un proton, j'ai trouvé que celui-ci contenait l'équivalent exact de la masse de l'univers. En fait, tous les protons, tous les atomes de l'univers sont représentés de façon holographique dans un seul proton, ce qui montre que tout est interconnecté.
C'est vraiment magnifique. Nous sommes donc, et à chaque moment de notre vie, reliés à tout ce qui existe. Il nous est toujours possible de nous connecter à cette énergie, même si nous en avons été séparés pendant longtemps. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, tous les grands maîtres qui ont vécu sur Terre et qui essayaient de nous apprendre de nouvelles façons d'être, qui essayaient de nous apprendre comment élargir notre esprit et notre conscience, disaient tous qu'il fallait diriger notre attention vers l'intérieur, qu'il fallait aller vers la singularité, vers le centre où se trouve cette énergie, vers cet endroit à partir duquel il est possible de nous connecter à l'univers ou à Dieu, comme diraient les Mayas. Nous avons là des enseignements qu'on peut trouver dans de nombreuses traditions anciennes. Et je pense qu'il est maintenant temps d'écrire une théorie physique confirmant ces enseignements. Il est temps de comprendre comment tout cela marche. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai calculé non seulement la masse de l'univers, mais en étudiant les fluctuations de l'espace vide, aussi bien à la surface qu'à l'intérieur du proton, j'ai réussi à trouver la formule exacte pour la gravité. Mais aussi la masse standard du proton, la quantité de particules contenues dans notre univers, la taille et le niveau d'énergie de notre univers. De même, j'ai réussi à trouver combien il y a d'univers semblables au nôtre dans un univers plus grand, et combien de ces grands univers existent dans un univers encore plus grand. Car maintenant, avec ces formules, nous avons une échelle de mesure qui nous permet de comprendre le tout, qui nous permet de prendre conscience que nous nous baignons dans un champ qui connecte le tout. C'est quelque chose de nature holographique et fractale. Il suffit d'analyser comme il se doit une partie seulement pour pouvoir comprendre le tout. Et à partir de là, où est-ce que vous comptez nous amener maintenant? Je sais que vous avez des projets visant à aider l'humanité, à transformer l'énergie et à la manière d'utiliser cette énergie. Je veux dire que votre travail va avoir des implications pour notre vie quotidienne. Oui, il y aura d'immenses implications au niveau philosophique et spirituel, comme nous le disions, mais aussi au niveau technologique. Car une fois que vous savez qu'il existe une énergie qui est disponible partout, et que cette énergie est à l'origine de tout ce que vous voyez, alors vous n'avez plus qu'à comprendre le fonctionnement de cette énergie, et puis reproduire ça en laboratoire pour avoir accès d'un coup à une quantité incroyable d'énergie. Et ce ne sera pas une énergie que vous pouvez épuiser car elle est extrêmement abondante. En effet, quand j'ai fait mes calculs, j'ai trouvé que cette énergie était tellement abondante que j'ai dû normaliser mes nombres et utiliser des constantes pour réduire ces nombres et avoir des nombres décimaux finis. Et malgré tout cela, le nombre décimal obtenu était toujours d'un rapport de 10 pour 93 grammes par centimètre cube, ce qui est un chiffre phénoménal. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, imaginez que vous preniez toutes les étoiles qui existent dans l'univers, c'est-à-dire des milliards d'étoiles. Et imaginez que vous preniez toutes ces étoiles et que vous les faisiez entrer dans un centimètre cube d'espace. Vous voyez quelle densité cela représenterait, d'accord? Ce serait environ un rapport de 10 pour 55 grammes par centimètre cube. Et encore, vous aurez à ajouter 39 zéros à cette densité, avant que vous n'arriviez à la densité existante dans l'espace, à cette incroyable quantité d'énergie présente. Maintenant, imaginez que l'on puisse utiliser ne serait-ce qu'un dixième du milliardième % de cette énergie. Vous aurez encore assez d'énergie pour faire marcher la planète entière pour des milliers et des milliers d'années à venir. Nous parlons donc ici d'une source d'énergie incroyable qui est non seulement inépuisable, mais qui, une fois utilisée, elle retourne à l'espace. Ce qui veut dire que nous sommes en présence d'une énergie qu'on peut réutiliser en boucle et à l'infini, tout en participant à la dynamique de l'univers dans son fonctionnement naturel. Et du coup, c'est toute la société qui deviendra harmonieuse. On arrêtera de détruire notre environnement pour extraire de l'énergie et on pourra, si cela s'avère vrai, et c'est ce que mes équations ont montré, créer un champ gravitationnel. Ce qui veut dire que nous aurons la possibilité de nous rendre dans l'espace. Nous aurons la possibilité de réchauffer nos maisons avec cette énergie, de voyager à travers l'univers. C'est tout un monde qui nous devient
Très passionnant. Certains prennent conscience de cette possibilité d'avoir une énergie gratuite et se demandent ce qui a pu se passer jusqu'ici. Ils se demandent pourquoi cette possibilité a été écartée, quel rôle les gouvernements ont joué dans tout cela et quelle pourrait être la solution. C'est vraiment incroyable. Pensez-vous que des gens savaient tout cela, mais nous ont caché ces informations? Ou est-ce que nous sommes en train de faire des découvertes dans tous ces domaines? Parce que nous entendons parler de voyages dans le temps et autres projets de toutes sortes. Je veux dire qu'il y a tellement de choses qui se passent, et puis ces projets étonnants semblent avoir été avortés à cause de la cupidité et de l'argent, à cause de certaines institutions. Quel est votre avis là-dessus? Je pense que c'est un problème complexe qui nous renvoie à un passé lointain, qui nous renvoie à l'époque égyptienne, à celle des Mayas et des Incas. Nous disposons de nombreuses preuves qui attestent de l'existence de civilisations qui ont vécu sur cette planète bien avant l'histoire. Des civilisations qui ont existé il y a probablement 10 000 ou 12 000 ans de cela avant de disparaître. C'étaient des civilisations très avancées qui connaissaient l'énergie gratuite et savaient comment l'utiliser. Et il se pourrait qu'elles aient pu entrer en contact avec des êtres très avancés qui avaient découvert cette énergie des milliers et des milliers d'années auparavant sur leur propre planète et qui savaient comment voyager dans l'univers. Et ce n'est pas quelque chose d'inconcevable, puisque il y a une centaine d'années en arrière, nous les humains utilisions encore des chevaux et des charrettes. Si à l'époque on était allé voir quelqu'un qui montait encore à cheval et qu'on lui avait dit que dans quelques générations nous marcherions sur la Lune, cette personne aurait eu du mal à comprendre de quoi nous parlions. Il est fort probable que d'autres civilisations existent dans notre univers, comme nous le découvrons de plus en plus en astrophysique. Nous avons de nombreuses preuves qui attestent de l'existence de la vie ailleurs, partout dans l'univers. Il est fort probable qu'il existe des civilisations qui ont des milliers et des milliers d'années d'avance sur nous. De même, nous avons de nombreuses preuves qui montrent que d'anciennes civilisations ont été en contact avec des civilisations très avancées et que ces dernières leur ont passé des informations très importantes. Ces informations ont été utilisées et développées par ces civilisations qui ont énormément réussi, d'après les dernières découvertes que nous avons faites. Ensuite, il y a eu un effondrement, un changement. Peut-être s'agissait-il de la fin d'un cycle. Nous avons également des preuves qui montrent que la Terre passe par des cycles de destruction cataclysmiques. Il y a eu la fonte des glaces à l'âge de glace, mais aussi le grand déluge qui a été rapporté par de nombreuses civilisations de par le monde. Donc, il y a eu un effondrement de ces civilisations. Certaines ont peut-être complètement disparu, mais il existe en tout cas des preuves de leur passage sur Terre. Il s'agit de preuves étayées et non pas juste de légendes et de textes. C'est le cas par exemple de ces énormes constructions qu'on trouve partout dans le monde et qui défient tout ce que nous pouvons construire, même avec la technologie la plus avancée dont nous disposons aujourd'hui. Et ce sont là des faits réels qu'on peut prouver mathématiquement. Donc, nous sommes en possession de nombreuses preuves qui permettent de dire que quelque chose de formidable a existé, que des civilisations très avancées ont existé sur notre planète, mais que les connaissances propres à ces civilisations ont été perdues. Peut-être que cela a-t-il été voulu, en quelque sorte, pour des raisons qui ont à voir avec notre niveau de maturité et notre niveau de conscience. Il y a eu une résurgence de toutes ces connaissances dans les années 20 et 30, avec des gens comme Russell et Tesla, et de nombreux autres penseurs, qui ont conclu à l'existence de l'énergie gratuite
et on parlait de moyens susceptibles de nous permettre de l'explorer. Et c'est ce qu'ils ont fait avec plus ou moins de succès. Cependant, à l'époque, notre société n'était pas prête à de telles découvertes, car il n'y avait aucune raison de penser que nous aurions un jour besoin de trouver de nouvelles sources d'énergie. Nous avions du pétrole et on pensait à l'époque qu'on ne serait jamais à court de cette matière première. Donc, de façon générale, il n'y avait pas une tension suffisante susceptible de faire aboutir les recherches sur l'énergie gratuite. De nos jours, nous nous trouvons toutefois dans un contexte complètement différent. Le monde est en train de s'éveiller. Vous n'avez qu'à voir toutes ces manifestations qui ont lieu dans le monde entier. Les gens n'en peuvent plus de toutes ces constructions oppressives qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Ils veulent voir des changements se produire. Et en raison de ces changements, justement, de nouvelles technologies et de nouvelles manières de penser sont en train de voir le jour. C'est une époque passionnante. Nous passons par un moment de gestation qui peut être douloureux, mais tout cela va donner naissance à un nouvel être humain, une nouvelle société. Ce sera peut-être difficile au début, mais je pense que c'est un avenir radieux qui nous attend. Combien d'institutions ou de gouvernements ou de gens haut placés de ce vieux monde hiérarchique soutiennent un projet comme le vôtre? Car il doit y avoir des projets qui ont été développés mais dont nous ignorons l'existence. Il y a certainement des choses qui se passent dans des laboratoires mais que le public ignore. Avez-vous trouvé des choses à ce sujet? A-t-on fait appel à vous? Comment tout cela est-il en train d'évoluer à une échelle globale? Oui, il y a eu de nombreuses recherches. Et les gouvernements, en général, ont d'énormes budgets, c'est vrai. Mais ont-ils la conscience nécessaire pour leur permettre de comprendre l'univers à un si haut niveau? Ça, c'est une toute autre question. Car lorsqu'on atteint ce niveau de conscience, lorsqu'on atteint l'unification, celle-ci se reflète dans les mathématiques et les théories que vous créez. Par conséquent, la personne qui a atteint ce niveau de conscience aura tendance à avoir automatiquement un esprit humaniste. Et si elle ne l'a pas, il est alors fort probable qu'elle ne découvrira pas tout cela, quand bien même elle aurait des milliards de dollars dans son laboratoire. Et donc, du point de vue de l'observateur? Oui, exactement. Et quant à la question de savoir si on m'a approché, oui, j'ai été en effet approché pendant des années, discrètement et de manière différente, par plusieurs organisations. Vous savez, je suis pour le peuple et avec le peuple. Et je fais tout cela pour communiquer mes connaissances à l'humanité. C'est ça mon dharma, et je ne pense pas que je puisse y échapper un jour. Non. J'ai lu quelque part que vous vous êtes senti comme possédé par toutes ces recherches alors que vous n'aviez que 9 ans. Pourriez-vous nous dire comment ça s'est passé, ce processus de découverte? Était-ce parce que vous vous sentiez déjà connecté à l'univers et vous receviez des informations? Ou est-ce que vos découvertes ont été le résultat d'un travail acharné? Car je pense que dans ces moments d'unification, nous ressentons des moments de génie. Est-ce qu'il y avait des informations que vous receviez et vous vous demandiez d'où ça venait? Juste pour parler du génie, je pense que chaque personne a une part de génie en elle. Chaque bébé qui est né est déjà un génie. Mais il y a la société et puis les traumatismes par lesquels passent les enfants dès la première minute de leur naissance. C'est une expérience si traumatisante. Peut-être que c'est à ce moment-là que le voile descend et nous cache la connaissance.
En ce qui me concerne, c'était la combinaison de ces deux facteurs, la combinaison de moments d'illumination extatique et de beaucoup de travail acharné. Vous savez, j'ai étudié la physique pendant plus de 30 ans, ce qui est nécessaire si l'on veut parler physique avec les plus grands physiciens, ou si l'on veut écrire des théories de physique. Mais ces 30 ans d'études m'ont également permis d'avoir une compréhension globale de la science, car je sentais que je devais comprendre non seulement la physique, mais aussi la biologie, la chimie et les anciennes civilisations. Et tout cela m'a demandé beaucoup de recherche, beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices. 7 jours par semaine, 15 heures par jour, des années durant. J'ai vécu isolé pendant longtemps. Je vivais dans une caravane et je ne faisais que travailler pendant des années. Donc, en effet, c'était les deux. Des moments d'illumination extatique et beaucoup de travail. Mais ça a été une joie en permanence. J'ai eu des moments difficiles quand j'ai été rejeté par le courant dominant, par exemple, ou quand j'ai eu des difficultés financières pour faire aboutir mes recherches. J'ai vécu des moments de découragement, mais dans l'ensemble, ce fut pour moi un voyage vraiment fascinant. Je ressens beaucoup de joie quand je vois la vie renaître chez tous ceux qui m'entourent et quand j'enseigne. Lorsque je parle aux gens et que je les vois saisir la vérité, quand je les vois se connecter, je ne dis pas qu'ils saisissent toute la vérité, mais je le vois quand les gens reconnaissent cette singularité qui existe dans leur intérieur. Je les vois ressentir cette connexion au tout. Et quand ça arrive, c'est comme l'ouverture du lotus. Je vois leurs yeux s'illuminer et c'est ça qui m'encourage à poursuivre. Car c'est si fascinant de voir un être humain se transformer de cette manière. On sent qu'il y a de la passion dans tout cela. On voit que votre cœur est impliqué. Quel est le rôle du cœur dans tout cela? C'est une bonne question. Je pense que le cœur est une sorte de lien. Et quand je dis cœur, je parle du cœur cosmique et pas nécessairement du cœur physique, même s'il existe un lien entre les deux, puisque le cœur est l'organe qui possède le plus grand champ électromagnétique dans le corps, bien plus grand que celui du cerveau. On ignore souvent la véritable fonction du cœur qui ne se limite pas à pomper le sang. D'après la théorie dont je parle, la conscience n'est pas un épiphénomène du cerveau. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans le cerveau. Pour moi, regarder dans le cerveau pour y chercher la conscience, c'est comme ouvrir un poste de radio et commencer à chercher entre les transistors et autres composants dans l'espoir d'y trouver le présentateur. Et vous ne trouverez pas le présentateur là-dedans, vous êtes d'accord? Car un poste de radio est une simple machine de résonance qui capte les informations. De mon point de vue, la conscience se trouve dans le vide, dans la structure de l'espace. Elle se trouve dans les 99,99999% du vide qui vous compose, vous en tant que personne. Le cerveau, lui, c'est comme un téléphone. Il est réglé sur des fréquences qui vous sont spécifiques à vous. Il capte pour vous des informations qui vous sont propres. C'est donc une toute autre vision que nous avons du cœur ici. Vous pouvez considérer peut-être le cœur comme le point de singularité, le lien qui transmet au corps les informations qui existent dans l'espace vide. Et c'est ce lien qui est à la source de votre existence, littéralement parlant, puisque quand le cœur s'arrête, quand le cœur physique s'arrête, votre corps meurt.
Je pense que le cœur est notre source d'inspiration. Lorsque nous connaissons des moments de superconscience, des moments d'illumination, des moments où nous nous sentons connectés au tout, des moments où nous avons le sentiment de pouvoir obtenir des réponses à n'importe quelle question que nous nous posons, je pense que ces moments-là sont dus au fait que nous soyons profondément connectés à notre propre cœur. Et ce qui se passe ensuite, c'est que le cœur informe le cerveau qui essaie alors de vous transmettre ces informations dans un format susceptible de pouvoir être enseigné, communiqué aux autres. Un format susceptible d'être traduit en équation physique. C'est ça le rôle du cerveau, capter des informations à partir du vide lui-même. Ma vision du cœur et du cerveau est donc complètement différente de la vision qu'on en a habituellement. Est-ce que vous vous rendez dans des lieux particuliers? Je sais que vous surfez beaucoup ici à Hawaï. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites en vue d'ouvrir votre cœur? Ou est-ce que vous avez d'autres pratiques pour ça que vous faites régulièrement? Oui, je médite régulièrement. Et vous avez une superbe femme aussi. Oui, et ça garde certainement mon cœur ouvert. C'est même certain, mais avec aussi tous les défis qui viennent avec ça. Autrement, oui, je prends le temps de méditer. Je suis arrivé à un stade où je peux méditer et entrer dans un état méditatif rapidement. À vrai dire, je suis presque tout le temps dans cet état, même dans ma vie de tous les jours. Mais il est très important de prendre le temps de méditer chaque matin, car ça fait une grande différence. Ça vous fait revenir au centre, et quand vous êtes habitué à aller au centre, il est plus facile d'y revenir quand vous le perdez de vue pendant la journée. Et c'est quelque chose qui arrive fréquemment, vu la vie que nous menons aujourd'hui. C'est de cette manière essentiellement que je garde mon cœur ouvert. Surfer aussi, c'est sûr. Vous savez, quand vous êtes sur cette vague, quand vous voyez ces vagues lisses, transparentes et si belles, et que vous suiviez le mouvement de ces vagues, vous avez alors ce sentiment de joie, de liberté. Et ça aussi, c'est merveilleux. Cependant, je pratique le surf principalement pour maintenir l'équilibre de mon corps, étant donné que je fais tellement de travail cérébral et je passe beaucoup de temps assis devant l'ordinateur et tout ça. J'essaie de garder un équilibre et c'est quelque chose que les scientifiques doivent faire davantage. J'ai le sentiment que si les scientifiques passaient une bonne partie de leur temps au contact de la nature, ça leur permettrait de mieux comprendre le monde naturel. Ça leur permettrait d'être plus enracinés, d'être davantage dans le monde, au lieu d'être tout le temps dans leur tête. Quelle belle leçon, merci de nous le rappeler. Je suis si enthousiaste d'avoir cette conversation que j'ai oublié mes questions, voyez-vous. Y a-t-il quelque chose que vous voulez signaler pendant que nous parlons de tout cela? Il y a des gens qui veulent faire ce saut, des gens qui veulent vivre à partir de leur cœur, qui veulent se détacher de leur passé. Voilà une question que je voulais vous poser suite à la conférence que vous avez donnée en France. Quelles sont les implications de vos recherches sur, par exemple, les cellules cancéreuses, sur des patients en phase terminale? Je ne peux pas commenter ça, car je n'ai pas fait des études médicales qui me permettent d'en parler avec certitude. J'ai des histoires anecdotiques, mais ce n'est pas adéquat. Cependant, je pense que... Puisque les cellules sont faites d'espace vide, on pourrait penser que cela nous donne un plus grand pouvoir d'auto-guérison, n'est-ce pas? Absolument. Non seulement ça, mais imaginez que d'un coup nous avions des technologies capables de rendre la structure de l'espace hautement cohérente, hautement disponible pour notre structure biologique. Ce qui se passerait alors, c'est qu'en entrant dans ce champ, votre structure biologique se rechargerait d'un coup de toute cette énergie qui n'était pas disponible auparavant. On obtiendrait vraiment des résultats remarquables.
Et j'ai déjà vu ce type de technologie, une technologie qui a tendance à soutenir la vie, à la rendre plus rapide, plus forte, meilleure. On peut prendre comme exemple les expérimentations que j'ai faites avec les plantes, etc. Absolument donc, on pourrait avoir des applications dans le domaine de la santé et de la longévité qui peuvent être remarquables. Et à vrai dire, et ça peut vous sembler un peu ésotérique ce que je vais vous dire, mais si vous lisez les anciennes civilisations, il existe beaucoup de textes qui parlent de ces moments d'initiation à cette technologie et qui décrivent ces initiés qui reviennent comme étant des demi-dieux capables de vivre éternellement ou de vivre 600, 800 ans. On trouve également ces histoires dans la Bible avec l'Arc d'Alliance qui était, je pense, une de ces anciennes technologies à survivre à travers les âges. Il y a donc définitivement des applications dans le domaine de la santé et de la longévité qui sont remarquables. Nous ne sommes donc qu'au début de nos découvertes. J'adore entendre ça et tout ce que cela implique. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas encore quelque chose d'acquis. Et j'espère que cette vidéo va les aider à y voir plus clair. J'encourage d'ailleurs tous ceux qui regardent cette vidéo à la partager avec le plus grand nombre. Que faut-il maintenant, à votre avis, pour que ces idées fassent partie du courant dominant? Je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour que ces idées fassent partie du courant dominant. Il y a encore beaucoup de travail et d'informations à faire. Cependant, je pense que nous sommes à l'aube d'un grand changement, car tout est en train de changer, voyez-vous. Et il n'y a pas que notre environnement social qui change, mais notre biosphère change également. Récemment, je regardais les graphiques des éruptions volcaniques et des tremblements de terre, les graphiques du nombre de victimes dues aux typhons et aux ouragans et ainsi de suite. Et ce que ces graphiques montrent, c'est qu'il y a eu un accroissement subit de tous ces phénomènes durant les 10 dernières années. Il n'y a donc aucun doute sur le fait que notre planète connaît actuellement un changement fondamental, ce qui conduit nos sociétés à trouver de nouvelles solutions et par voie de conséquence à transcender les limitations qu'elles se sont elles-mêmes imposées. Je pense que dans les prochaines années, nous allons assister à des miracles de transformation de notre société et de notre technologie. Des choses que nous pensons inconcevables aujourd'hui seront pour nous des objets de la vie quotidienne. Nous aurons par exemple des machines pour faire marcher nos maisons, nos voitures et autres. Donc tout cela reste possible, mais combien de temps allons-nous mettre pour le réaliser? Combien de douleurs et de souffrances allons-nous devoir encore supporter avant de faire cette transition? Cela va dépendre de nous, cela va dépendre de vous, de moi et du type d'à côté. Jusqu'à quel point sommes-nous disposés à faire ce pas, à prendre des risques pour transformer notre vie, pour arrêter de faire des choses qui ne sont pas conformes aux exigences de la plus haute connaissance? Je veux dire que chaque personne va devoir opérer des choix. Et chaque choix aura un impact sur la totalité du champ morphogénétique de la planète. Par conséquent, on peut dire que chaque personne a un rôle à jouer. Chaque personne compte. Ce qui est formidable, c'est que l'univers et le champ changent, et nous recevons de plus en plus d'informations. C'est comme ça qu'on le ressent. Mais est-ce qu'il n'est pas également de notre devoir de nous ouvrir pour qu'il y ait une corrélation directe? Est-ce que c'est à nous de faire ce travail, ou est-ce le rôle du champ? Comment cette symbiose se fait-elle? Je pense que c'est les deux, c'est toujours les deux, c'est un feedback. Voyez-vous, plus nous serons nombreux à nous ouvrir, à changer nos manières de faire, à nous transformer, plus nous donnerons au champ des informations, plus celui-ci nous retournera des informations susceptibles de correspondre à la réalité recherchée. C'est pour cela que chaque personne, chacun de nous fait la différence.
Et nous pouvons alors créer le paradis sur Terre, comme le dit Bruce Lipton. Tout à fait. Et il n'y a absolument aucune raison qu'on ne puisse pas. Dans les années 60, Buckminster Fuller a calculé que si l'on partageait la richesse de façon égale entre tous les habitants de la Terre, chaque habitant recevrait, je ne me souviens plus exactement, mais des millions. Il y a de l'abondance. Et il n'y a absolument aucune raison pour que des enfants meurent de faim. C'est juste une question d'organisation de nos sociétés, une question de collaboration. Nous devons nous rendre compte que nous ne formons qu'un, que nous sommes sur le même bateau, et que si on ne prend pas soin les uns des autres, nous n'y arriverons pas tout simplement. Car, voyez-vous, même les systèmes de la nature sont en harmonie les uns avec les autres. Ils ne sont pas en compétition. Dans l'histoire de notre évolution, la compétition entre espèces a bel et bien existé, mais seulement au début. Il y avait, en effet, au commencement de notre planète, des organismes monocellulaires qui se faisaient concurrence. Ces organismes produisaient tellement de polluants. Et à l'époque, l'oxygène était paradoxalement un polluant, qu'ils ont failli disparaître. Jusqu'au moment où ils ont commencé à collaborer et ont produit des systèmes multicellulaires capables de respirer les polluants. Et à vrai dire, actuellement, nous passons par ce même genre de transition. Il semble que vous apprenez beaucoup en observant la nature et qu'il existe tous ces schémas de spin ou ces schémas rotationnels. Parlez-nous un peu de ces théories de spin. Il paraît que tout ce qui existe dans l'univers ou dans la vie connaît ces mouvements de spin. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, nous devons pour cela revenir un peu en arrière et voir quelle est la dynamique de cette énergie qui existe dans l'espace. Nous avons besoin de savoir comment elle fonctionne, cette énergie, car si nous comprenons comment ça marche, nous pourrons mieux l'appliquer. Quand vous examinez cette énergie, comme je l'ai fait, vous vous rendez compte que la fonction mécanique principale de cette énergie consiste en un fluide, un superfluide qui produit des vortex tourbillonnaires. Par conséquent, quand vous voyez un atome, par exemple, ce que vous voyez, en fait, c'est un petit vortex dans la structure même de l'espace. C'est exactement comme si vous vous trouviez dans l'eau et puisque l'eau est partout autour de vous, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes dans l'eau. Par contre, si vous voyez un vortex dans cette eau, cela va vous permettre d'en prendre conscience. Mais vous continuerez à penser tout de même qu'il est séparé de tout le reste, alors qu'il fait partie de la fonction de l'eau elle-même. Donc, quand j'ai examiné l'énergie qui se trouve dans le vide, je me suis rendu compte que le spin ou le tourbillonnement était un composant important de cette énergie et qu'en fait, rien ne vient à l'existence sans être passé par une phase de tourbillonnement. Et c'est là qu'on rejoint les traditions anciennes qui parlent des derviches tourneurs, par exemple, ou du spin de l'univers, ou du yin et du yang, et toutes ces choses. Je me suis ensuite posé la question de savoir quelle est la dynamique du spin et comment elle s'auto-organise. Je voulais savoir à quoi ressemblent les vortex, s'il existe un contre-spin et s'il y a des effets corrélatifs, etc. Et donc, dans mon premier article publié en physique, j'ai repris les équations d'Einstein qui décrivent l'espace-temps. Et j'ai y ajouté le spin et les effets corrélatifs dans l'espace-temps pour décrire cette dynamique de façon plus précise. Et donc, effectivement, ce spin, ce tourbillonnement fondamental, est comme un transducteur de création. Le comprendre est quelque chose de crucial, aussi bien pour développer de nouvelles technologies que pour nous connecter lorsque nous méditons à un niveau plus profond.
Nous devons comprendre la structure du spin de façon à ce qu'on puisse le visualiser, l'expérimenter et donc aller au centre de ce vortex, là où se trouve la singularité, le centre de notre existence, là où la quiétude est présente, voyez-vous. Et c'est ce que nous faisons maintenant même? C'est exact. Nous découvrons que nous pouvons aller de plus en plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver ce centre, cette singularité, cette quiétude dont tous les maîtres ont parlé. Et plus cette quiétude est profonde, plus la dynamique tourbillonnaire de votre existence augmente de façon plus rapide. Car vous pouvez la manier, cette dynamique, étant donné que vous êtes au centre, vous êtes dans la quiétude. Du coup, vous devenez de plus en plus puissant, vous commencez à avoir une influence de plus en plus grande sur le champ bioélectrique de votre corps, mais aussi sur le champ morphogénétique de la planète entière. Et c'est pour cela que lorsqu'on me pose la question de savoir combien il faut de gens pour faire évoluer le champ morphogénétique vers une étape supérieure, je réponds que ce n'est pas une équation linéaire, que ce n'est pas si simple parce que certains auront davantage d'influence que d'autres. C'est donc un peu plus complexe que ça. On peut faire des calculs, mais c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Et vous pensez que ça va arriver très prochainement? Tout à fait, vous savez, dans les prochaines années, ou bien nous allons transcender nos problèmes, ou bien nous allons nous autodétruire. Car la nature ne favorise pas la désharmonie, elle ne favorise pas les systèmes qui ne conduisent pas à l'expansion. Les systèmes qui sont de nature destructrice s'autodétruisent. Il s'agit là d'une simple structure de feedback de l'univers. Si vous lui donnez une nourriture destructive, vous aurez un feedback destructif. Et donc, allons-nous pouvoir collaborer? Allons-nous pouvoir devenir une seule humanité qui fait tout son possible pour le bien de l'univers? Allons-nous pouvoir accepter l'abondance dans notre monde sans attachement à la richesse et au bien? Car vous savez, la richesse est infinie pour tous les êtres. Et il n'y a aucune raison de faire de ségrégation quand il s'agit de richesse. Pas de frontières? Il n'y a pas de limite. Il y a une quantité infinie de biens dans l'univers, une quantité infinie d'énergie, comme je l'ai prouvé par mes équations. Et nous avons la capacité d'accéder à tout cela. C'est juste une question de savoir si nous allons pouvoir être abondants dans notre propre conscience. L'abondance de la conscience, c'est de savoir que l'abondance est infinie et que je n'ai pas besoin pour l'avoir d'en priver mon voisin ou mon ami ou ma famille ou le pays d'à côté. Il y a des solutions qui permettent de faire en sorte que tout le monde soit gagnant, qui permettent de prendre soin de tout le monde et sans qu'il y ait plus un seul enfant qui souffre ou qui meurt de faim. Merci Nassim pour cette belle conversation que j'étais contente de partager et que d'autres seront contents de partager aussi. Merci pour votre temps, vos sacrifices, votre travail et pour ce que vous êtes, un être plein de richesse et de passion. Merci, j'apprécie. Continuez à faire ce que vous faites. Nous avons besoin que des gens partout accèdent à ces connaissances. Au revoir.